Merci, Monsieur Boudreau, pour la présentation. Je vais vous parler effectivement aujourd'hui du trophée de Pompée dans les Pyrénées. Donc c'est pas loin, hein, c'est à quelques dizaines de kilomètres, puisque ça se situe entre le col du Pertus et le col de Panissas, donc entre les deux versants, le versant nord et le versant sud, côté Empourdan. Je me suis investi sur ce site dès 1984 et nous avons fait ce qu'on appelle une fouille programmée jusqu'en 1993, donc durant une dizaine d'années. Et comme le site, il s'est avéré qu'il était à cheval entre la France et l'Espagne, comme il était il y a 2000 ans entre la Gaule et l'Hispanie, j'ai été obligé, donc et avec plaisir d'ailleurs, de m'adjoindre une équipe sud-catalane de collègues qui ont fouillé donc, avec nous de 1989 à 1993. Et en plus, donc, ces collègues, c'est Josep-Marie Denoy de Gérone et Isabelle Roda de Barcelone. Et en plus, bien sûr, on a dû monter des équipes avec des spécialistes un peu de divers domaines, que ce soit de la géologie, la céramique, la numismatique, etc. Et surtout des architectes. Donc on avait un architecte de Tarragone, Cardomar, et un architecte d'Aix-en-Provence, qui était Jean-Louis Paillet. Voilà. Donc depuis le traité des Pyrénées, donc depuis 1659-1660, le site de Panissas se trouve donc à nouveau, j'allais dire, à cheval entre ces deux nations, ces deux pays. Et c'est surtout d'ailleurs, c'est pas tellement le traité des Pyrénées qui a bien délimité cette ligne entre les deux pays, mais c'est un traité qui s'appelle le traité de Bayonne de 1856, qui à l'époque de Napoléon III a permis en fait de placer toutes ces bornes frontières que vous connaissez, hein, c'est beaucoup pour vous être promené dans la montagne, puisqu'on en a également au Col de Venus. Donc c'est ces bornes qui sont numérotées depuis Biarritz jusqu'au Cap Cerbère. Et donc nous en avons une d'ailleurs sur le site. Ce fond de carte qui date d'une vingtaine d'années après le traité des Pyrénées montre déjà donc que la frontière était bien acquise. Est passé donc formellement par le col du Pertus et le col de Panissas. Ces deux cols avaient la même importance tactique et stratégique jusqu'à l'époque de Louis XIV, donc jusqu'au traité des Pyrénées, puisque dans l'imagerie de cette époque-là, là, c'est une des quelques représentations qui sont dues aux chevaliers de Beaulieu. Vous voyez donc le col du Pertus donc, est présenté à l'est, le col de Panissas à l'ouest, et au centre donc on a le château de Bellegarde, qui était en fait un château antérieur au fort actuel de Bellegarde qui date de Vauban. Et en fait donc pour des raisons tout simplement tactiques, hein, pour pouvoir contrôler le passage, donc le nouveau passage entre la France et l'Espagne, l'administration royale en fait a condamné définitivement le col de Panissas, qui est devenu, qui était même anciennement un village, un prieuré, un village, et ce col a été interdit, on pourrait dire. La zone a été militarisée, et donc aujourd'hui en fait on a cette vision. Quand on va au Pertus par l'ancienne nationale, hein, aujourd'hui la RD 900, on a cette vision et non pas celle-ci. Cette image mentale qu'on avait jusqu'au XVIIe siècle. De nos jours, donc après l'achèvement des fouilles en 1993, en fait, le site donc, a été classé monument historique il y a un peu moins de 20 ans. On a donc un ensemble de ruines, on a le passage de la voie domicienne, donc qui est ici, au col. On a également les restes, les fondations, les ruines des fondations du trophée. Et par-dessus les ruines de fondation de ce trophée, on a aussi les ruines d'un prieuré médiéval qui était dédié à Sainte-Marie entre le XIe siècle et le XVIIe siècle. Et puis donc l'une de ces bornes frontières, la 567, qui est sur le point d'ailleurs le plus élevé du site, et qui marque bien
se partage, cette ligne de démarcation entre les deux États. Quatre photos sur une centaine d'années pour vous montrer un peu l'aspect du site. La photo la plus ancienne que je connaisse à ce jour, elle a été publiée en 1908 par un historien, Francisco de Monsalvaje y Fosas. Il avait publié, on devine un peu la crypte, et c'est un véritable hôtel de pierre. 1908, on a encore une garnison à Bellegarde, donc c'est tout à fait logique de voir que toute la montagne de Bellegarde est pelée, puisqu'il fallait, pour les militaires, qu'il n'y ait pas d'arbres qui gênent une éventuelle ascension de la colline. Et puis, 1983, beaucoup d'années plus tard, juste avant les fouilles, on s'aperçoit donc que la nature un peu avait repris ses droits, et c'est surtout donc, du maquis qui s'était installé sur les ruines. 1984, c'est à peine quelques temps après celle-ci, malheureusement, il y avait eu une opération, ce qu'on appelle un rétrogramène catalan, qui avait eu lieu entre la ville de Perpignan et la province de Gérone, qui a eu lieu au fort de Bellegarde. Et l'idée de certains politiques, c'était de dégager le prieuré, puisqu'ils savaient qu'il y avait un prieuré. Et ils l'ont fait dégager à la mécanique, sans tenir compte que c'était un site archéologique. Donc, imaginez un peu comment la direction régionale des affaires culturelles a réagi. Et malgré tout, donc, il y a eu un maître de sédimentation qui a disparu, donc ça c'est l'état dans lequel avait laissé la pelle mécanique. Et on est intervenu justement à ce moment-là. Et c'est justement en intervenant qu'on s'est aperçu qu'il y avait dans les ruines du prieuré de grands blocs de grès, de grands appareils, ce qu'on appelle, et qui étaient certainement antiques, donc des remplants. Et voilà, une photo de 2008, donc 100 ans après celle-là, et là c'est 15 ans après la fin des fouilles, donc l'état dans lequel on peut aujourd'hui visiter librement le site, en sachant qu'il y a des panneaux qui ont été encore récemment rénovés, mis en place, pour permettre une visite un peu plus facile afin de pouvoir lire des ruines qui sont encore présentes. Alors on a été obligé aussi de revoir la frontière, puisque comme je vous ai expliqué, on est à cheval sur la frontière, mais on n'avait qu'une borne visible. La suivante était beaucoup plus loin, et notamment en raison de l'assiette du fort de Bellegarde. Si vous voulez, il y a un côté versant espagnol qui a été octroyé à la France pour pouvoir effectivement assurer le glacis, la défense de la forteresse. Donc la suivante n'était pas visible, donc on a dû aborder officiellement, c'est-à-dire mettre une borne qui est la 567 bis, surtout par là. Et du coup, de nos jours, on a donc 2 tiers du site qui sont situés versant français et un tiers du site qui est situé versant espagnol. Et pour la petite histoire, donc, vous voyez qu'il y a des murs qui sont des deux côtés, on a aussi trouvé des squelettes et même des collages dans les céramiques entre la France et l'Espagne. Donc côté français, on numérote avec un système numérique, on aime bien les chiffres en France. Donc 66 pour le département, 137 pour la commune du Pertus, en tant que premier site archéologique de la commune, zone 4 et unité stratigraphique 14. Donc ça se situe dans ce coin-là. Et puis côté sud, côté Espagne, on a PAN pour Panissars, 91, parce que c'était l'année 91, était intervenu, la zone 34 et l'unité stratigraphique 2. Voilà. Donc vous voyez que c'est un peu complexe, parce qu'on avait des collages, et on a poussé à faire une convention pour pouvoir garder ensemble les objets trouvés à la fois côté français et côté espagnol. Pendant très longtemps, ils ont été au fort de Bellegarde, et aujourd'hui, tout ça a été rapatrié en bonne partie par le Conseil général dans les collections, le dépôt du département. Alors on va venir un peu sur les données archéologiques de ce qu'on va appeler pour le moment le monument du Panissars. On va rappeler qu'il s'agit bien du trophée. Donc, comme je vous ai expliqué, sur les ruines du trophée, donc on va le voir, on a des ruines d'un prieuré. Donc une photo ici qui a été faite à l'époque avec une ULM. Et on va passer à pesantir, on a une église initiale avec une abside,
On a une avant-nef qui est aussi grande que la nef. Alors ça s'explique par le fait qu'on est sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on avait beaucoup de passages qui se faisaient au Moyen-Âge. Un cloître donc, avec des dépendances, des salles de part et d'autre. Et puis on avait également un village qui s'est développé autour de ce prieuré au moins jusqu'au XVIe siècle. Parce qu'il n'y a pas eu que le traité des Pyrénées, il y a aussi beaucoup de guerres frontalières entre le XVIe et le XVIIe siècle. Et là, en fait, la plupart de cette population villageoise s'est réfugiée ensuite sur le village du Pertus. Ici, un essai de restitution qui a été fait par Andrés Koski, c'est un architecte qui n'est pas du tout un archéologue au départ, mais qui aime bien faire des restitutions. Il est d'Argelès, peut-être certains le connaissent. Et en 2013, donc, il nous a fait une restitution un peu des ruines. On va le voir, hein, tout à l'heure on reviendra là sur ce même type d'actionométrie. Et puis il a proposé une restitution avec effectivement un cloître, on retrouve l'abside, l'église, l'avant-nef. Je mets simplement un gros bémol, c'est qu'il faut inverser les couleurs. C'est-à-dire que le toit de schiste, on va le trouver sur l'abside, et les toits, tout le reste des autres toits, c'était en tuile canal, en tuile ronde. Voilà. Mais ça donne une idée des volumes que ce prieuré a pu conserver. Voilà, donc on retrouve une dernière fois l'identification entre la restitution et puis le plan au sol. Alors on va sortir tout ce qui est médiéval et on va passer directement au romain. Et on obtient donc quelque chose qui est assez schématique, assez facile, semble-t-il, avec l'axe de symétrie qui était la voie romaine. Alors déjà, il faut dire que le monument a bien été implanté moitié versant gaulois, moitié versant hispanique. Les limites doivent passer à peu près par là. À peu près par là, ça. Donc vous avez l'axe de symétrie qui était la voie, et de part et d'autre, on trouve des tranchées de fondation qui ont été aménagées donc, dans le rocher, c'est du gneiss. Et donc on a à peu près 15 mètres pour chaque soubassement, il y a deux soubassements, il y a 15 mètres de large et 30 mètres de long. Et au centre de chaque soubassement, on a également encore des tranchées. Et quand on connaît la façon de construire des Grecs et des Romains, on sait que ces gens-là ont l'habitude de construire tous les étages en prenant fondation, tous les étages prennent fondation les uns dans les autres. Donc en fait, ça c'est les fondations du premier étage qui venaient s'asseoir directement donc, sur le rocher. Voici donc l'aspect de la voie à l'entrée nord du monument. Donc la voie elle fait 5,15 m de large. Là il est possible de dire quel était le cheminement principal. On voit qu'en fait on a toute des séries d'ornières. Alors c'est en fait ce morceau, ce tronçon en particulier, il a quand même été utilisé au moins dès les années 70 avant Jésus-Christ et jusqu'à peu près l'an 1000. Donc vous voyez une route qui a été utilisée pendant 1000 ans. Donc ça explique pourquoi au départ on devait avoir une terrasse de circulation qui devait être bien plane, et à force après tout ça s'est creusé sur creusé. C'est bien la voie domitienne puisque on a trouvé en remploi dans les murs de l'église les fragments d'une borne milliaire. Une borne milliaire, c'est une borne routière. Et cette borne routière, en fait, elle était au nom de l'empereur Constantin, empereur qui a régné ici, celle-là, cette borne est datée autour des années 306-310. Donc il y a Imp pour Imperatori, Caes pour Caesari, Flavio, Valerio. C'est le nom en fait de Constantin. Flavius Valerius Constantinus. Donc on peut dater que cette route-là, elle a été au moins restaurée, si vous voulez, entretenue à l'époque de Constantin, au IVe siècle après Jésus-Christ. Cette route nous est connue aussi grâce à ce qu'on appelle les itinéraires antiques. Les itinéraires antiques, c'est toute une série de sources d'époque romaine qui nous sont parvenues souvent par copie à partir de l'époque byzantine ou du Moyen-Âge. Et parfois elles sont carrément de l'époque romaine, comme ces gobelets.
Et ce sont parfois comme une sorte de carte, c'est la table de Oettinger, c'est un extrait qui présente justement la côte entre Narbonne, ça c'est Narbonnais, et le sommet des Pyrénées, qui correspond en fait au col de Panissas. Et vous voyez, donc on a un certain nombre de stations. Russionnet, vous reconnaissez Roussillon, Château Roussillon. Île Libérée, c'est l'ancienne Ondaine, Libéris. Et à Quinténarium, c'est une station qui a disparu entre Saint-Martin-de-Fenouillard et les Thermes du Doubs. Et puis Soumo-Pyrénéo, le sommet des Pyrénées, donc l'endroit le plus haut pour passer la voie, col de Panissas. La table de Oettinger, c'est une carte, ça c'est un dessin qui reprend un parchemin qui date du XIVe siècle, qui est conservé en Autriche, et qui justement représentait en fait tout l'Empire romain, avec ses différentes voies. Là, à droite, vous avez ce qu'on appelle un gobelet Vicarello. Ce sont 4 gobelets en argent qui ont été découverts à Rome au XIXe siècle, dans une station thermale d'époque romaine. Et on a toutes les stations, c'est-à-dire les étapes, sur la route entre Cadix et Rome. Et vous avez, par exemple, Lucaria, alors c'est pas la Jonquère, c'est Figueres, Lucaria, I Pyrénéo, donc qui correspond au sommet des Pyrénées, Rusquillonnet, on revoit Roussillon, Combusta, qui était une station qui a disparu vers Cléra, et puis Narbonne, donc, qui était bien sûr la capitale de province. Donc on a, quand on dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai qu'on peut non seulement donner les différentes localités qui encadraient à l'époque romaine un site, mais également on peut connaître aussi les distances, parce que les distances étaient indiquées d'une ville à l'autre. Côté sud, dans les années 94-96, donc sur le versant sud de Panissas, on avait découvert un site. Alors là, lui, à quelques centaines de mètres, il est déjà vraiment sur le côté versant espagnol. Donc c'est nos collègues de l'Université de Gérone qui l'ont fouillé. Il s'agit donc d'une mansion, c'est-à-dire d'une station, d'une étape de nuit pour les voyageurs. Et elle se situait près du sommet des Pyrénées, donc près du col de Panissas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2000 ans en arrière, on retrouve même dans ces stations, dans ces auberges, il y a des thermes. Donc les gens pouvaient se laver. Ce qui n'était pas le cas, toujours, comme vous le savez, par exemple, dans la cour du roi Louis XIV à Versailles. Alors on va revenir un peu sur les techniques de construction de ce monument, qui sont quand même particulières. Déjà, il faut dire que c'est un monument dont on n'a pas de modèle identique dans le monde gréco-romain. Donc on a 2 soubassements. Chaque soubassement, comme je vous expliqué, on a des tranchées de fondation creusées dans le rocher, parfois très, très profondément, de l'ordre de 2,50 m de haut, autant en large. Et vous apercevez que quand on a bien nettoyé le rocher, on trouve ce qu'on appelle des trous de pince. Donc ces trous de pince, c'était les trous où on appuyait le pince pour arriver à bloquer la première assise de pierre. Donc il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de mortier de chaux. On mettait directement à joint vif, donc on mettait des blocs pour faire les fondations. Donc on retrouve dans chacune de ces tranchées ce type de trou, d'aménagement. Parfois il arrivait que la tranchée était parfois trop profondément creusée. Alors dans ce cas-là, quand les blocs arrivaient, parce que les blocs en fait, ils n'étaient pas produits sur place, ils étaient taillés près de Figueres, si vous voulez. Donc ça prenait quand même une centaine de kilomètres, un peu moins, une trentaine de kilomètres. Et donc quand les blocs arrivaient, à ce moment-là, s'ils n'étaient pas assez hauts, il fallait mettre une semelle là où on utilisait du mortier de chaux. Et donc ça permettait d'avoir la première assise, ce qu'on appelle l'assise de réglage, à partir de laquelle on élevait toutes les autres assises. Ces techniques de construction sont héritées de l'époque hellénistique, de l'époque grecque. Donc on est, je vous le rappelle, 71 avant Jésus-Christ, c'est, je dirais, les balbutiements de Jules César. On est loin des empereurs, on est encore à la fin de la République romaine. Donc la République romaine a beaucoup appris des Grecs, et notamment cette façon de construire en prenant appui directement dans le relief. Vous voyez, on a des tranchées qui sont en gradin. Donc ça sert à la fois de bien asseoir le monument, et ça permet aussi de faire l'économie de la pierre. À partir de l'époque d'Auguste, donc au changement d'ère, le premier empereur,
qu'est-ce qu'on va faire? Quand on aura un monument de ce type à construire, c'est le cas, vous le verrez, au Trophée de la Turbie au-dessus de Monaco, en fait, on va tout baser et partir sur le même plan. Et la première assise sera à la même hauteur, dans tous les... en fait, ça sera la même hauteur de gradin. Et là, donc, on construit sur cette technique. Ça fait penser au théâtre grec, hein, que vous avez en Grèce, les théâtres qui étaient creusés dans le rocher à flanc de colline. Voilà, on est dans cet esprit-là. Alors, toutes ces fondations, donc, quand on ajoute la longueur linéaire de ces fondations, sans compter celles qu'il y a à l'intérieur, on a 180 mètres linéaires de fondations, et elles étaient toutes, donc, elles étaient faites pour recevoir des blocs de grand appareil, des blocs de grès. Heureusement qu'une partie de ces blocs restait encore en place de nos jours, tout simplement parce que c'est la partie la plus basse, donc la plus difficile à atteindre pour les carriers, pour ceux qui ont récupéré la pierre, que ce soit au Moyen-Âge ou à l'époque de Vauban. Et donc vous voyez comment se présentaient ces fondations. Hein. On avait les parties les plus basses, mais aussi les plus larges. On avait un bloc qu'on appelle en carreau, c'est-à-dire donc dans le sens de la longueur, et en boutisse, ou en parpaing, c'est dans le sens de la profondeur. Voilà, et ainsi de suite. Donc on retrouve les techniques de construction, les blocs étaient mis en place avec une machine, on verra, qui s'appelle la louve, et puis les blocs après étaient scellés les uns aux autres par ce qu'on appelle les queues d'aronde. Donc on pratiquait un trou entre deux blocs, et on y fondait soit un morceau de plomb, soit tout simplement un goujon en bois, qui permettait de tenir les blocs, de les aligner l'un à l'autre. Donc 30 blocs ont été préservés sur la hauteur de 3 assises dans ce secteur. Des analyses ont été faites et on sait donc qu'ils proviennent de d'une région exactement vers Perre-Taillade. Pour ceux qui connaissent, il y a la belle cité médiévale. Donc c'est un grès qui est joli, qui est très beau à voir. Et donc non seulement on verra que Pompée avait dépouillé un peu les Espagnols, il s'est servi sur les ancêtres des Espagnols, mais également il est allé en fait utiliser la pierre qui provenait de leur carrière, parce que c'était peut-être plus facile d'utiliser une carrière qui déjà était en service que d'en ouvrir une autre, qui aurait pris trop de temps. Alors, donc c'est un monument quand même, on l'a vu, c'est un monument qui est grand, 35 mètres, 30 mètres de côté, l'élévation au minimum c'est aussi 30-35 mètres. Et on se dit qu'un tel monument, bien sûr, avait laissé des traces dans les textes. Alors dans les textes antiques, on a 3 monuments pour notre actuel département. On a le Trophée de Pompée, un hôtel de Jules César et le temple de Vénus. Alors, on a des textes. On a un texte, alors ceux qui ont fait du latin dans leur jeunesse, ils retrouveront Salluste, qui est un des écrivains latins qu'on traduisait avec César, le fameux De Bello Gallico. Donc Salluste, on a malheureusement, l'histoire de cette époque-là était perdue, mais on a retrouvé des bribes de ces histoires grâce à des compilateurs qui parfois donc ont repris ou ont cité Salluste. Et c'est le cas, on a un passage qui parle que Pompée avait érigé des trophées, donc on verra ce que c'est, au sommet des Pyrénées. Et en fait, c'est un historien, Servius, en fait, c'est même pas un historien, c'est un grammairien, qui parle de Virgile. Et dans le passage de l'Énéide, à un moment donné, il explique ce que c'était qu'un trophée. Il disait, alors qu'il explique que Énée a dressé un trophée, alors il prend un tronc d'arbre, en fait 2 troncs d'arbres qu'il place en croix, et sur ce tronc d'arbre, il va fixer les armes du chef ennemi qui a été vaincu. Et donc, d'après l'Énéide, on y trouve le casque, on y trouve le cuirasse, on y trouve l'épée, on y trouve tout l'armement du chef qui a été vaincu. Et c'est ça qu'on appelle le trophée. Et par la suite, donc, déjà les Grecs, vers les années 300 avant Jésus-Christ, ils vont faire de ce monument qui au départ était un monument provisoire, un monument qui n'était pas destiné à durer. Ils en ont fait plus tard une statuaire, c'est-à-dire qu'on va trouver des trophées comme ça
représentant donc, des croix avec ses armures, etc. Et beaucoup plus tard, ces monuments eux-mêmes vont être au-dessus d'une tour. Il y aura une tour qui va les supporter. Donc c'est ça ce qu'on appelle un trophée militaire. Donc il y en avait un, effectivement, au sommet des Pyrénées. Et puis, donc, ce trophée de Pompée, Strabon nous dit qu'il se situe sur le dernier contrefort du mont Pyrénées. Donc, c'est les monuments de Pompée. En grec, c'est anathemata, les monuments de Pompée. Et donc, en continuant donc, vers le sud, on arrive à Tarragone. Et dans un autre passage donc, de la géographie de Strabon, il nous explique que les gens, les Emporites, c'est-à-dire les gens qui habitaient Emporias, donc ils occupent l'extrémité du mont Pyrénées, donc c'est-à-dire toute la région de l'Empourdan, jusqu'au monument de Pompée, par où l'on passe quand en venant d'Italie, on se dirige vers l'Ibérie. Donc c'est-à-dire qu'il nous explique bien que le trophée se trouvait près de la voie qui permettait d'aller d'Italie en Ibérie. Donc vous voyez, c'est quand même des précisions que l'on retrouve sur le site de Palisas. Un passage qui a fait beaucoup couler d'encre depuis le XVe siècle et qui continue plus ou moins à en faire couler, c'est ce passage de la géographie 43 où Strabon donc essaye de fixer les frontières de la Gaule et de l'Ibérie. Et donc là, il dit, en parlant de la Narbonnaise, alors la Narbonnaise, si vous voulez, ça correspond en fait à la Provence, à la Côte d'Azur, plus la Languedoc-Roussillon, donc la Narbonnaise. Il dit que le littoral de la Narbonnaise commence au Var, donc c'est exactement dans le secteur de Nice, de Monaco, et il s'étend jusqu'au sanctuaire d'Aphrodite, le temple de Vénus. Donc, effectivement, pour les marins, bon, ils savent que la Gaule va, donc, on a le littoral gaulois jusqu'au sanctuaire d'Aphrodite. Et puis, pour d'autres auteurs, c'est l'endroit où se dressent les trophées de Pompée que se trouve la frontière entre l'Ibérie et la Celtique. Donc, ce trophée de Pompée, c'est un trophée de frontière, et aujourd'hui encore, donc ça a été le cas, puisque la frontière du traité des Pyrénées a retrouvé les deux bassins versants, du Thème d'un côté, du Llobregat d'un Porta de l'autre. Et puis, donc, il reste à évoquer le sanctuaire d'Aphrodite. Donc là, je vous invite à faire venir Ingrid Dugnac, si elle n'est jamais venue. C'est elle qui a fait les fouilles à la Fagose, parce qu'on a l'intime conviction qu'elle a probablement trouvé, elle, le sanctuaire d'Aphrodite au-dessus de la faune de la Massane, et qui se situe aussi à quelques dizaines de mètres de la frontière avec le versant sud. Donc pour les marins, c'était le sanctuaire d'Aphrodite qui marquait la frontière, et pour ceux qui utilisaient la voie terrestre, c'était le trophée de Pompée. On a un autre passage de Pline l'Ancien, Pline aussi vous le connaissez, c'est celui qui est décédé intoxiqué par les gaz du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et donc Pline l'Ancien, lui, a certainement vu sur le trophée de Pompée, il a vu une inscription qui marquait les 876 noms d'oppida, c'est-à-dire de cités, de lieux qui avaient été repris par Pompée dans sa guerre en Espagne. Malheureusement, cette inscription n'a pas été recopiée et elle est aujourd'hui perdue. Et puis, bon, je continuerai, on peut continuer comme ça les quelques textes. Un texte aussi de Pline, il nous dit que lors d'un triomphe de Pompée à Rome, ce triomphe était tellement grandiose, tellement majestueux, pompeux même. Pline donc se moque de lui, il dit l'image que tu as présentée lors de ce triomphe, en fait, est-ce qu'elle est semblable à l'image, à celle que tu présentes dans les Pyrénées? Alors, soit il s'agit effectivement que le trophée était peut-être surmonté de la statue de Pompée, soit c'est une métaphore, c'est-à-dire que ce triomphe grandiose qu'il avait fait était peut-être aussi orgueilleux que le monument qu'il avait élevé dans les Pyrénées. Dion Cassius, qui est un écrivain grec, nous parle qu'à côté du trophée, Jules César, lui, aurait élevé un autel de pierre polie. Effectivement, Jules César avait poursuivi, je reviendrai là-dessus, avait poursuivi les Pompéiens en Espagne, parce qu'il y avait des guerres civiles, et
quand il a repassé les Pyrénées, quand il a vu le trophée était sacré. Alors il s'est contenté, fausse modestie, il s'est contenté d'élever un hôtel, et ça permettait de récupérer un peu toute la valeur à la fois religieuse et militaire qui était attachée à ce site. Et puis Exupérantius, c'est un auteur tardif qui nous rappelle en fait la phrase de Salluste en disant qu'il avait élevé un trophée ou des trophées dans le Pyrénées. Alors la localisation du trophée, c'est une question d'historiographie qui est intéressante, mais qui en fait n'a concerné que les Catalans. C'est-à-dire qu'on est un peu déçu quand on lit toutes les biographies sur Pompée. 3/4 des écrivains qui ont écrit sur Pompée, en fait, et qui essayent de localiser le trophée, les 3/4 sont des Catalans, qu'ils soient du sud ou du nord. Donc ça reste en fait une problématique locale dans l'histoire romaine. Et alors une carte un peu pour vous expliquer que c'était quand même un problème de géopolitique déjà à l'époque. Et il faut savoir qu'au moment du traité des Pyrénées, les grands savants de l'époque, notamment un qui s'appelle Pierre de Marca, qui était évêque de Toulouse et qui a terminé comme archevêque de Paris, a été commandité pour étudier les textes anciens parlant de la Gaule et de l'Hispanie. Et l'intérêt des Français était de démontrer que le trophée se trouvait en fait là où il a été retrouvé, c'est-à-dire entre le Roussillon et l'Emportant, pour justifier que déjà à l'époque romaine, le Roussillon faisait partie de la Gaule et donc pas du tout de l'Espagne. Par contre, les chroniqueurs, qu'ils soient de langue catalane ou de langue castillane, eux avaient intérêt de démontrer que le trophée, il était du côté de Sals, pour justifier que le Roussillon était bien dans le domaine des terres d'Espagne, donc du royaume d'Aragon, puis du royaume d'Espagne. Alors c'est pour ça que, à partir du XVe siècle, on a déjà des hypothèses de localisation, certains qui sont un peu neutres, hein, on va le placer à Andorre, et d'autres qui vont le placer dans les Corbières. Pourquoi là? C'est un peu la forme d'un syllogisme médiéval. C'est-à-dire que les historiens de langue catalane ou castillane disaient le trophée se trouve dans les Pyrénées. Or, comme les Corbières sont une ramification des Pyrénées, eh bien, il est quasiment évident qu'on a des chances de retrouver le trophée dans les Corbières. Et donc, ils ont proposé le Cat, ils ont proposé le col Saint-Louis, et toute une série de sites là dans les Corbières, pour justifier que le Roussillon était espagnol. Et puis, ceux qui étaient quand même un peu plus savants, qui étaient un peu loin de tous ces problèmes de géopolitique, avaient déjà proposé, dès le XVe siècle, notamment même des Catalans, des Espagnols, avaient proposé que le trophée pouvait se situer sur la côte. Et puis, jusqu'au XIXe, XXe siècle, en fait, peu à peu, après les hypothèses, celles-là ont été abandonnées, après le traité des Pyrénées. Et en fait, il y avait deux grandes hypothèses. Soit le trophée se situait sur la côte, entre, grosso modo, je dirais, entre Collioure et Cerbère, l'école de Banyuls, ou soit il se situait dans la région du Pertus. Donc il y a eu, comme ça, toute une série d'historiens qui ont justifié. L'hypothèse la plus courante, c'était celle de Pierre de Marca. Donc Pierre de Marca vous a expliqué, hein, qui avait écrit un livre sur justement le fait que le Roussillon relevait de la France et non pas de l'Espagne. Et donc à partir de cette époque-là, là on est sur une carte manuscrite, hein, c'est au moment du traité des Pyrénées, et grosso modo, vous voyez, on place le trophée des Pyrénées, on le place bien ici, dans le secteur, le Mont Albert, on a Pertus, le Garde, vous voyez, on le place là, dans ce secteur-là. On passe bien sûr pour Portus Veneris, je crois que c'est par là. Portus Veneris pour vendre, on place là. Voilà, et bien sûr l'hypothèse complètement abandonnée, l'hypothèse des Corbières. Et là on est déjà au XVIIIe siècle, et donc sur les cartographes, les historiens cartographes, donc de Vic et Bessette, c'est une histoire générale de Languedoc de Languedoc qui fait référence. Vous voyez, le trophée de Pompée, on le place à peu près à hauteur du Pertus. Et Portus Veneris correspond donc à Port.
Opertus même, sur une des bornes, quand vous descendez un peu déjà sur le versant sud, vous avez la borne 574, côté français, vous avez un texte en latin. Et côté espagnol, vous avez un texte en castillan. Et là, on vous explique, en fait, en latin, que la chaussée se trouve sur les restes du trophée de Pompée. Et d'après Jacques Frêche, qui est un érudit des années 1900 du Pertus, donc à l'époque de Pierre de Marca, à l'époque du traité des Pyrénées, on a identifié quelques ruines. Et les ruines, en fait, c'est les ruines de chapelle Sainte-Catherine. Et on a dit donc que c'est des vieilles ruines, c'est probablement là qui était le trophée. Et on a pris ça comme argent comptant et on l'a établi ainsi. Alors, qui était Pompée et pourquoi justement il a fait une guerre contre l'Espagne? Alors, voici un des 3 portraits de Pompée. Celui-là, il a été récemment acquis au Louvre, par le Louvre en 2017, oui, c'est très récent. Il date d'ailleurs de son époque à lui, il serait daté de 50 avant Jésus-Christ. Il y en a un autre à Venise et un autre à Copenhague. Donc, Pompée est un général militaire qui aurait pu être aussi célèbre que Jules César, mais malheureusement, Jules César c'était son rival et c'est lui qui a gagné. Donc, Pompée il a été 3 fois impérator, c'est-à-dire que le Sénat lui donnait carte blanche pour pouvoir mener une guerre, donc à l'endroit où il était envoyé. Son premier triomphe, il a remporté en 79, alors toutes ces dates c'est avant Jésus-Christ, hein, donc je ne vais pas à chaque fois dire avant Jésus-Christ. Il a remporté en 79 en Afrique. En fait, c'est sur des... Déjà à partir de cette époque-là, il y avait des guerres civiles entre les partisans de Marius, qui était, on dira, le Parti populaire, et les partisans de Sylla, qui était plutôt le Parti aristocratique. Et donc, Pompée, qui était, lui, du Parti aristocratique, avait vaincu les partisans de Marius en Afrique. Donc, il a un premier triomphe à Rome en 79. Il aurait pu élever, après chaque victoire, on élevait un trophée, c'était la tradition romaine. Tout général pouvait élever un trophée. Mais il n'a pas osé le faire parce qu'il ne voulait pas porter ombrage à Sylla, qui à ce moment-là était l'homme fort du régime, c'était le dictateur, il avait même le titre du dictateur, et donc il a attendu qu'il meure pour élever plus tard son trophée. Et il va avoir cette chance donc en 71. Cette fois-ci, donc, il est envoyé en Espagne, là encore, pour écraser des partisans de Marius, qui sont en Espagne, et donc il va réussir à reprendre les Hispaniques qui s'étaient révoltés avec ces Romains du Parti populaire, et là, il va adresser son trophée au sommet des Pyrénées. Une troisième fois, il va remporter une victoire en Asie, cette fois-ci. Il va aller sur les pas d'Alexandre le Grand, et il va s'emparer de la Syrie, de la Palestine, du Liban. Et à ce moment-là, donc, en partie, il va élever donc, un trophée. Enfin, il ne va pas élever de trophée, il aurait pu le faire, mais en fait, il se contente uniquement de son trophée sur le code de Palisas. Il a été 3 fois consul, rival de Jules César, et puis il a été assassiné en Égypte. En fait, il a voulu se rendre en Égypte pour se mettre à l'abri après une défaite, la défaite de Pharsale. En 1948, il a été assassiné par les représentants du pharaon, qui étaient favorables en fait à Jules César. Voilà. Donc voici le personnage. Et il faut savoir qu'entre les années 130 et 30 avant Jésus-Christ, la République romaine, c'était la pagaille. Hein, sans dire un autre mot, c'était vraiment la pagaille. C'est-à-dire que suivant, une fois c'était la gauche, une fois c'était la droite. Maintenant, on ne connaît plus ça, mais à l'époque, hein, il y avait une gauche, il y avait une droite. La gauche était incarnée par Marius, et la droite était incarnée par Sylla. Donc après Marius, il y a eu Sertorius, qui lui est allé se réfugier en Espagne, qui a soulevé l'Espagne. Il y a eu un qui s'appelait aussi Perpéna, qui peut-être d'ailleurs son nom, peut-être à l'origine de la fondation de Perpignan. Et puis Jules César qui était le petit-neveu de Marius, qui donc représentait le Parti populaire.
Et de l'autre côté, ben, partie aristocratique, vous aviez donc Sylla, Pompée et puis d'autres. Mais à l'époque, quand je dis qu'il y avait une rivalité entre la gauche et la droite, c'était vraiment la guerre civile. Hein. C'était à mort. Hein. Voilà. Et donc, pour vous expliquer donc, le rôle de l'Espagne, c'est qu'à un moment donné, dans les années 80, justement, quand Sylla était maître de l'Italie, Sertorius, qui avait été envoyé comme propriétaire, c'est-à-dire donc il avait une juridiction en Espagne, en a profité pour faire soulever l'Espagne contre le Sénat romain. Et à ce moment-là, donc l'Espagne s'est coupée du gouvernement romain, et Pompée a été envoyé justement pour mater cette rébellion. Et il a maté entre les années 77 et 71 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc il a repris l'Espagne au bout d'une campagne de 5 à 6 ans. Et alors là, qu'est-ce qui nous a laissé c'est surtout donc, aux frontières de l'Hispanie qu'il a créé une ville à son nom, donc Pompa-Elo, hein, ça veut dire la ville de Pompée, pas plus aujourd'hui. Il aurait également créé, alors là j'en parle de conditionnel, il aurait créé également la ville de Lugdunum des Convennes, qui aujourd'hui c'est Saint-Bertrand de Comminges, très beau site, très belle église. Il aurait fondé aussi Gerunda, Gérone. Hein, il s'est avéré que la ville de Gérone, la ville romaine de Gérone, apparaît à ce moment-là. Et puis il aurait laissé son trophée à la limite du pays vaincu, donc à la limite de l'Hispanie vaincue. Donc, pour nous, il ne fait pas de doute que ce monument particulier, qui est situé près de la voie, sur le col, à cheval entre deux pays, donc il s'agit bien du trophée de Pompée. La datation également correspond bien. On est bien dans une époque antérieure à Auguste. Alors maintenant, il faut essayer de dessiner, de voir à quoi ressemblait ce monument. Donc on est parti sur les fondations au sol. Donc l'archéologie nous fournit des fondations qui font 36 mètres 70 sur 30 mètres 84. Et grâce à la découverte d'un repère, on a trouvé une croix repère dans le fond d'une tranchée. Il s'agit donc en fait du repère de l'élévation. Donc vous savez que les fondations sont toujours beaucoup plus larges que les murs qui vont monter. Donc si on reporte cette croix repère aux quatre angles du monument, on obtient de nouvelles mesures. À ce moment-là, on obtient donc une mesure de 29 mètres sur 14 sur 37 mètres sur 10. Et ça nous fait quasiment donc, une longueur de 120 pieds sur 100 pieds. Voilà. Le pied, je vous le dis, c'est 29 cm 63. Le pied romain. Donc on tombe sur un rapport de 120 sur 100 pieds, quelque chose d'assez classique. D'ailleurs, à partir duquel on peut retrouver le fameux nombre d'or. 618, 08, si je ne me trompe pas. Donc on a travaillé avec des architectes, et là, chacun a travaillé séparément. Hein, on a eu un peu de mal à travailler avec eux, mais bon, ils sont arrivés, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Le premier dans la présentation sur l'image de Tarragone, donc Ricardo Mar, a essayé plusieurs hypothèses. Il a imaginé qu'on avait deux soubassements qui étaient parallèles, mais sans rattachement l'un à l'autre. Deuxième hypothèse, c'est d'imaginer qu'en fait, on avait un monument qui était par-dessus la voie, qui mêlait à la fois de la pierre de taille et de la terre de remplissage. Troisième hypothèse, donc c'est à peu près la même que les variantes de la deuxième, c'est d'imaginer que tout était en pierre de taille depuis les fondations jusqu'au sommet. L'architecte français, donc Jean-Louis Paillet, lui a travaillé à partir des données, hein, c'était au millimètre près, on avait pris ça au théodolite, au millimètre près. Il a travaillé sur ce qu'il appelle la recherche des tracés régulateurs, c'est-à-dire d'essayer de retrouver les dessins à l'origine des architectes. Et effectivement, donc, il a trouvé des rapports qui permettent de bien encadrer les tranchées de fondation internes, etc. Et même, à partir de ces rapports, en étudiant Vitruve, qui était l'architecte romain, un des rares qui nous a laissé des écrits, il a pu même proposer des élévations.
Également, l'architecte français avait remarqué, on lui avait fait remarquer qu'on avait des trous dans certains endroits, il y avait des trous, ce qu'on appelle des mortaises, d'un pied de large, qu'on retrouve à certains endroits. Et en fait, c'était pour lui l'ancrage des fameuses machines de levage qui pouvaient permettre de mettre en place les blocs romains pour construire le trophée au fur et à mesure. Donc on a la certitude, on a retrouvé 3 de ces trous donc, qui permettaient de mettre en place des blocs dans 3 secteurs, au moins ici là, de les approcher. Et puis on peut envisager qu'il devait y avoir d'autres machines. Donc avec 6 machines, on pouvait arriver comme ça à construire ce monument. Voilà ce type de machine. En fait, ce sont des machines qu'on peut retrouver à bord des bateaux de l'époque romaine, ce qui permettait en fait de sortir les marchandises, de les porter, de les mettre sur le quai. Donc on a un axe vertical et on a un deuxième bras qui sera corde sur le premier, qui est à la fois rotatif, donc on peut le tourner, et également il peut monter et descendre. Ça permettait de mettre en place et de déplacer les blocs. Donc c'est ce qu'on appelle une chèvre. À partir de là, donc, voici un dessin de Ricardo Mar qui montre l'état de ruine tel qu'on avait trouvé, donc qu'on a retrouvé les vestiges romains. Et pour l'anecdote, vous voyez, là, cette partie n'avait pas encore été fouillée. On s'arrête avec la frontière espagnole. Et quand on rhabille le monument, donc ça nous donne ceci, donc ça nous donne effectivement les blocs de taille qui montaient jusqu'à près de 10 mètres de haut. C'est-à-dire qu'on a 12 soubassements, donc il faut imaginer qu'on est à 10 mètres de fondation. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et il arrive à restituer ce monument, la tournée vers l'Hispanie, avec en fait un tunnel dans lequel passait la voie qui traversait donc le monument, le trophée. Et de son côté, Jean-Louis Paillet, vu de Gaulle, c'est la même chose qu'il a proposé, avec un décor un peu plus travaillé, donc la voie qui permettait de traverser le monument. Voilà, l'infographie, ce que ça donnait. Voilà, et donc on a publié ces images dans différentes publications. Et ce monument de Pompée, dont on ne connaissait rien avant sa découverte en 1984, est certainement celui qui a servi de prototype au trophée des Alpes à la Turbie, que certains peut-être connaissent, vous allez voir des images. Donc là on est à 71 avant Jésus-Christ, là on est en 7-6. Auguste donc, a également pacifié, entre guillemets, il a pacifié les Alpes, et il y a un grand monument. Alors, à Panissars, on est à 37 mètres, et au trophée des Alpes à la Turbie, ça vient d'ailleurs du mot tropaia, qui veut dire le trophée. La Turbie, on est à 34 mètres de côté. Et Auguste, à la même époque, a fait faire un mausolée à Rome, qui existe toujours, qui reprend un peu donc, cette forme turbiforme. C'est des monuments en forme de tour. On retrouve d'ailleurs la même cytographie ou cytologie. Panissars, donc ça c'est une photo de fouille en 87-88. Il est évident que comme il y avait une inscription, j'avais parlé de l'inscription de Plide de 876 noms, il s'était fait en sorte pour que l'inscription, c'est comme une publicité, il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle domine. Il est évident qu'on n'allait pas mettre le monument sur le Bellegarde. Et c'est vrai que les historiens, pendant longtemps, ont cru que le trophée se trouvait sous l'emplacement du fort actuel de Bellegarde ou sous le Fortet, mais avec une inscription, on n'aurait pas fait le détour pour aller la lire. Alors que regardez, à la Turbie, par exemple, c'est pareil, on a une montagne qui s'appelle d'ailleurs le col de la Bataille, et le monument a été bâti sur ce col-là, le col de la Turbie, où passe vraiment la voie. Et là, effectivement, on a aussi une inscription sur le trophée de la Turbie. Alors, voici les vues. Donc, il a été restauré dans les années 1930, une partie a été restaurée. L'élévation avait été conservée parce qu'au Moyen-Âge, on l'a transformée en tour, et c'est Louis XIV qui l'avait fait sauter à la poudre, mais une partie avait quand même résisté. Donc, voici la maquette du trophée d'Auguste, qui ressemble un peu à la Maison Blanche. Et le trophée, maquette que nous avions faite du trophée
de Pompée. Voilà, alors il y a une inscription effectivement avec 2 trophées en marbre qui encadraient une inscription qui est énorme et qui comporte 44 noms de peuple. 44. Et au Pertus, il y en avait 876. Donc vous voyez, notre regret, hein, c'est qu'on n'a pas retrouvé les fragments de cette inscription, alors que là, c'était gravé dans du marbre et les éléments ont été retrouvés. Et donc, une partie, ce qui a été retrouvé, ont été remoulés et replacés. Et en plus, Pline, qui avait vu les 2 inscriptions, 44 noms, il s'est donné la peine de recopier les 44 noms. Quand il est passé au Pertus, pour Palissard, pour un peu qu'il y ait la Tramontane, il n'a pas eu envie de recopier les 876 noms. Donc, il les a peut-être comptés, et puis ça s'est arrêté là. Vous voyez le trophée, donc la représentation du trophée, on imagine dans le tronc d'arbre en forme de croix. Et puis, voilà, les cuirasses, les manteaux, on a les casques avec les protège-joues. On a parfois, et puis parfois on représente les vaincus au pied du trophée. Alors, à l'origine du trophée, on a effectivement des monuments uniformes. Hein. Donc là, ça c'est le trophée de Pompée, une représentation. Et souvent, ce sont des mausolées qui ont ces formes turiformes. Et le plus ancien, et le prototype, c'est le mausolée d'Halicarnasse, qui date des années 340 avant Jésus-Christ. Et puis, beaucoup de mausolées ont conservé cette forme élevée et sont aux mêmes dimensions, hein, une centaine de pieds, c'est-à-dire quasiment, donc on est sur du 30 mètres de côté. Et il faut aussi ajouter, par exemple, aussi les phares. Le phare d'Alexandrie faisait aussi une centaine de pieds, une trentaine de mètres de côté, à sa base. Alors la première restitution, donc celle proposée par Paillet, et même par Ricardo Mar, le trophée s'inscrirait en fait dans un triangle isocèle dont la hauteur, 35 mètres 55, correspond à peu près, donc correspondrait en fait à la base. La base, on aurait donc la même dimension en hauteur. Mais en retravaillant un peu les différentes proportions d'après Vitruve, on ne peut pas savoir exactement la hauteur. C'est-à-dire qu'on a 2 possibilités. On a celle-ci dont je vous ai parlé, la restitution basse, mais on a aussi une restitution haute. À ce moment-là, on atteint là quasiment les 60 mètres de haut. Le trophée de la Turbie, on était dans les 50 et quelques mètres. Hein. Donc c'est comparable. La Turbie est plutôt comparable à cette hauteur-là. Pour le Pertus, on ne peut pas le dire. Le problème, c'est que notre image mentale nos représentations ne permettent pas de garder plusieurs images. On n'en veut qu'une. Et on a tendance, effectivement, même nous, hein, à présenter l'image de la restitution basse. Et il faut savoir que c'est une hypothèse parmi au moins ces 2. Alors, dans l'hypothèse de la restitution haute, il y a aussi le fait qu'il y a un mausolée qui est attribué à Pompée. Albano Laziale, c'est Alpe la Longue, qui se trouve au sud-est de Rome. Et on a effectivement donc, un mausolée, dans la tradition dit que c'est le mausolée de Pompée, et il atteint à peu près les mêmes tailles, 50-60 mètres de haut. Alors soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver les 2 restitutions dans un petit film qui fait 16 minutes, que vous pouvez trouver sur YouTube. Avant, il était sur le site du département, mais le conseil départemental n'aime pas garder trop longtemps ces documents, il aime bien varier. Et donc, c'est sorti de cette présentation, et vous le retrouvez sur YouTube. Donc, si vous faites Trophée de Pompée, Lutter la réalité ou Marc Azéma, donc vous trouverez ce petit film qui avait été payé par d'ailleurs le département en 2014 et qui propose les 2 restitutions. Donc là, c'est vu d'Espagne. Et la photo d'ailleurs que vous avez vue à l'entrée, c'est tiré de ce film. Donc on peut restituer, de nos jours, hein, on peut arriver à restituer l'image de ce qu'on propose comme restitution possible. Vous voyez qu'on emploie quand même les conditionnels. Alors Pompée a certainement voulu imiter Alexandre. On le verra sur plusieurs points. Déjà, dans sa façon de se coiffer, les historiens remarquaient qu'il voulait se coiffer à la manière d'Alexandre,
un terme grec, anastoré, c'est-à-dire que c'est des mèches qui sont fluides, qui sont même type de coiffure. Il a pris comme Alexandre le surnom de Magnus, le Grand. Pompée le Grand, Alexandre le Grand. Comme Alexandre, il a créé des villes. Bon, Pompée, à ma connaissance, il en a au moins créé une, c'est Pompaéo, Pampelune. Alors qu'Alexandre en a créé une vingtaine. Quand il a fait sa guerre nazie, c'est vrai qu'il s'est retrouvé plusieurs fois sur la route d'Alexandre. Et même, quand il a son troisième triomphe, il était âgé de 45 ans, surtout à cette époque-là, 45 ans, on devait paraître vieux, et bien il disait qu'il n'avait que 33 ans, correspondant à l'âge qu'Alexandre avait à sa mort. Donc, je pense qu'il faisait comme Poutine, il disait des choses qui étaient tellement grosses que ça passait ou ça cassait. Lui, il a scellé ça. On avait cette imitation d'Alexandre, bon, ce n'est pas propre qu'à Pompée, mais c'est pour justifier que Pompée aurait pu copier Alexandre. Je vous ai expliqué que son trophée fait 120 sur 100 pieds. Si vous prenez le phare d'Alexandrie, donc qui date après Alexandre, on a une centaine de pieds de côté. Donc vous voyez, on a des proportions qui sont quand même comparables. Alexandre le Grand avait érigé 12 hôtels à la frontière des terres qu'il avait conquises. Alexandre le Grand est allé jusqu'à l'Inde. Dans cette partie d'ailleurs où malheureusement on ne peut plus aller, puisque c'est la partie entre le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan, c'est des zones malheureusement où on pouvait aller encore dans l'année 70, mais on ne peut plus y aller aujourd'hui. Et donc il y avait des hôtels qui avaient été élevés par Pompée, et par Alexandre. Et Pompée, lui, aussi va lever son trophée à la frontière de l'Espagne, de l'Hispanie, alors que la tradition romaine voulait que le trophée soit élevé sur en fait l'endroit où il y avait la dernière victoire, la décisive. Or la dernière victoire, elle était en Bétique, elle était dans le sud de l'Espagne. Et lui non, lui il est allé, il a remonté l'Espagne, il a mis son trophée à la frontière de l'Hispanie. Le trophée de Pompée, donc, comme on l'a vu, il est unique avec son arche monumentale, puisque le trophée de la Turbie, c'est un bloc qui est posé sur la voie. Donc la voie en fait fait le tour du trophée. Et on a un autre trophée en Roumanie, je ne vais pas parler, dans Plessis, qui date de Trajan, 109 après Jésus-Christ. Également, c'est un trophée qui est lui aussi sur la route, mais il n'est pas creux. Donc c'est le seul qui présente une arche monumentale, un peu comme un arc de triomphe. Et on ne connaît que deux autres cas dans le monde grec, à l'entrée de l'Agora d'Athènes, donc en montant à l'Acropole. On avait également un trophée, le porte tropaiophore, c'est-à-dire un trophée en forme de porte. Et puis donc les fameuses portes d'Alexandre en Inde, suivant un historien, Alexandre avait fait deux trophées en forme de porte, de porche. Donc il y a quand même une des ressemblances assez troublantes entre Pompée, Alexandre, et même jusque dans la numismatique, vous voyez qu'il adopte le même type de pose vers le ciel. Alors bien sûr, c'est un travail qu'on a mené pendant une dizaine d'années avec l'équipe sud-catalane, j'ai cité, avec un géologue, architecte, numismate, un dessinateur, mais évidemment il y a d'autres partenaires, notamment les fouilleurs, les anonymes. Et pareil, on a travaillé avec un carrier, un ingénieur de techniques de construction, une historienne, une numismate. C'est d'ailleurs la petite fille d'Argot qui viendra vous faire la conférence, et c'est la mère de mon fils. Et vous avez également un céramologue, etc., un géologue. Donc on a travaillé pendant 17 années en bonne compagnie, et on a publié. Voilà, donc on s'est retrouvé en 2014 pour le film. José-Marie Henoy, qui était professeur d'archéologie à Gérone, Isabelle Roda, elle à Barcelone, et puis Christian Gavage, qui est en fait, c'est MacGyver, c'est MacGyver. On a toujours besoin de quelqu'un qui vous trouve la solution pour lever un bloc qui fait 2 tonnes, pour faire sauter une souche de chêne, etc. Et donc c'est quelqu'un aussi qui fait partie des anonymes, qui sont des personnages importants dont on a besoin sur les chantiers. Et puis moi-même. Des voies, donc en 1997, on a sorti un ouvrage sur la via domiciale, la via Augusta. Augusta, c'est le nom de la voie côté sud. En 2007, on a fait un ouvrage sur l'archéologie des départements entre -700 et +700. Donc ceux qui sont intéressés par l'archéologie sur Balius,
notamment aussi l'archéologie sous-marine. Vous trouverez des informations dans cet ouvrage. Et ce n'est qu'en 2008 qu'on a sorti donc, le tome sur le trophée de Pompée, après avoir mûrement étudié et rédigé tout ce qu'on avait trouvé et sur le site. Voilà. Et prochainement, dans quelques semaines, vous avez le prochain bulletin de la Société agricole scientifique et littéraire qui va sortir un bon résumé justement de ce que je vous ai présenté. Donc dans le prochain, je vous dis, il y a quelques semaines. Et puis là, on attend un ouvrage qui est bloqué entre Bucarest et Perpignan, sur justement un colloque qu'on avait fait à Perpignan en 2015 sur les trophées, où également on trouve aussi un très bon résumé, son complémentaire, sur ce trophée de Pompée, donc qui est quand même le plus ancien trophée romain que l'on connaisse donc, dans notre architecture et qui se trouve aujourd'hui donc, conservé dans notre département. Voilà.